ravi de voir l'amphithéâtre plutôt plein pour cette conférence inaugurale de ce cycle sur l'intégrité scientifique et sur des aspects d'éthique. Et je voudrais remercier Jean-Dominique Pollack qui m'a encore rappelé qu'il n'était pas seul à avoir organisé le travail, mais qui en a été l'instigateur et le moteur. Je crois que c'est effectivement quelque chose d'important sur lequel l'Université Pierre-Marie Curie a été en son temps précurseur avec une charte de l'intégrité scientifique adoptée par son conseil scientifique, la désignation d'un délégué à l'intégrité scientifique qui a encore résisté jusqu'à présent, Olivier Pironneau, qui est assis au premier rang. Et maintenant, ce cycle de conférences, ouvert bien sûr aux doctorants, autant commencer quand on est le plus jeune possible, mais ouvert à l'ensemble des chercheurs, des enseignants-chercheurs de nos établissements. C'est une initiative de Sorbonne Université qui associe à l'UPMC, l'Université Paris-Sorbonne, qui dans 3 mois ne fera plus qu'une Sorbonne Université, mais aussi nos partenaires tout aussi importants à Sorbonne Université, que sont le Muséum, l'UTC en duplex, l'INSEAD, et je crois que c'est quelque chose d'important. C'est important parce que, bien sûr, l'intégrité scientifique, c'est essentiel. Et quand on entre ou quand on se forme par la recherche, mesurer l'importance de l'intégrité dans l'activité de chercheur est un des éléments fondamentaux de sa formation. C'est aussi important dans le monde post-factuel dans lequel on est rentré, quand un chef d'État passe son temps à envoyer des tweets mensongers, quand on a des sites spécialisés dans les fake news, avoir une forte colonne vertébrale d'intégrité est essentiel. C'est important à voir d'une manière globale. C'est lié à la politique de publication, c'est lié à la politique du publish or perish, c'est lié à la politique d'évaluation des carrières des enseignants-chercheurs, et c'est la responsabilité des institutions, des universités, des établissements d'enseignement, enfin de recherche, de l'Académie des sciences. Et il était très heureux, il y a 3-4 ans maintenant, que l'Académie ait publié une prise de position forte sur le fait que le publish or perish était un handicap pour le développement d'une science responsable, même si les académiciens, pour eux-mêmes, en leur temps, dans les commissions d'évaluation, s'occupaient de l'impact factor et des publications dans Nature et dans Science. Donc c'est quelque chose d'important, c'est une approche globale. Nous prendrons nos responsabilités à Sorbonne Université sur le déploiement d'une politique de sciences ouvertes où on arrive à repositionner les choses correctement. C'est aussi une question de responsabilité et d'éthique, et j'en finirai là parce que ce n'est pas moi qui fais la conférence. C'est une responsabilité éthique et d'intégrité forte dans l'évaluation de l'intégrité scientifique, dans l'investigation de l'intégrité scientifique et dans la dénonciation des manquements à l'intégrité scientifique. Et on peut être inquiet dans certaines disciplines, dans ce climat de fake news, de voir apparaître des sites de délation, des sites de délation anonymes. Quand on est donneur d'alerte, on a le courage de le faire la tête haute. Ils doivent être protégés dans leur activité professionnelle, mais il faut le faire la tête haute. Et nous avons collectivement, en tant que communauté scientifique, à être d'une exigence absolue sur l'intégrité scientifique et être tout autant d'une exigence absolue sur l'évaluation, la dénonciation, la correction de manquements à l'intégrité scientifique, et ne pas rentrer dans un système de délation qui peut paraître moderne parce qu'il est numérique, mais qui rappelle des heures sombres de notre histoire dans lesquelles il ne faudrait pas plonger. Donc c'est toutes ces questions qui sont débattues, c'est des questions essentielles pour la place de la science, la reconnaissance de la science, je devrais dire des sciences, dans la société. Et je suis particulièrement heureux d'accueillir Pierre Corvol pour faire cette conférence inaugurale. Pierre a porté la réflexion, a capitalisé, a mobilisé la réflexion du pays sur les questions d'intégrité scientifique ces dernières années, et ça aboutit à un rapport très important qui a été remis à un des ministres en charge de notre secteur qui se sont succédés. Ça a amené à des décisions fortes au niveau du pays, de la création d'une instance en charge de l'intégrité scientifique, et ça on le doit beaucoup à Pierre Corvol. Et puis c'est toujours agréable de recevoir Pierre ici dans l'amphithéâtre
dans l'amphithéâtre Farabeuf qui le rajeunit comme il me rajeunit, puisque avant d'être professeur et administrateur du Collège de France, il a été professeur à l'université Pierre et Marie Curie, dans la faculté Bruce Hôtel-Dieu, quand elle était rattachée à l'université Pierre et Marie Curie. Et donc Pierre est ici doublement chez lui, à la fois parce que c'était chez lui et en même temps parce que l'intégrité scientifique, c'est bien lui qui a contribué avec d'autres, avec Olivier, mais en tête de pont, à en dessiner les lignes pour la France aujourd'hui. Merci Pierre. Merci beaucoup Jean. Effectivement, ça me rajeunit, mais d'ailleurs je me rajeunis à chaque fois que je vois des étudiants, parce que c'est beaucoup de plaisir que de discuter avec vous, et surtout j'espère d'ouvrir une discussion, parce que ayant fait déjà ce genre de réflexion avec des étudiants de l'école doctorale physiopathologie de Paris 6, j'ai vu la richesse que l'on peut avoir en cours de discussions ouvertes comme celle que j'espère pouvoir introduire avec mon topo. Alors, je voudrais vous parler de l'intégrité scientifique en insistant d'emblée sur l'entre-soi versus l'approche systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'entre-soi, c'est quand on cible quelqu'un, un fraudeur, et que finalement on se dit il est coupable, l'affaire est réglée, d'ailleurs l'affaire est réglée en famille. Je vous cite par exemple: je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria haro sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout le mal. Bien que vous soyez des scientifiques, vous avez certainement reconnu les animaux malades de la peste de La Fontaine, où finalement on est bien heureux, en cas de problème, de charger le pauvre âne de tous les maux, et il va être oxy. C'est vrai que c'est une tentation de laver en quelque sorte en famille ces problèmes-là. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que cette question est beaucoup plus large, elle doit être vue de façon globale, de façon systémique, pour faire moderne. Donc la première chose que je voudrais dire, et vous le savez, c'est qu'il faut bien distinguer l'intégrité scientifique de l'éthique. L'éthique, c'est finalement toutes les questions, tous les problèmes qui se posent du fait du progrès des sciences, et qui évidemment interpellent la société sur le plan des conduites qu'elle doit tenir ou proposer en fonction de ces progrès. L'intégrité, c'est vraiment la conduite intègre, responsable, le respect des pratiques de recherche. D'ailleurs, les Américains font une nuance qui est importante, à mon avis, entre research integrity, l'intégrité de la recherche, qui est réellement l'intégrité de la pratique de la recherche, et scientific integrity, qui est un peu plus large et qui concerne, je dirais, le comportement du chercheur vis-à-vis des pressions politiques, et de nos jours, aux États-Unis, c'est particulièrement important dans certains secteurs. Donc, l'intégrité du chercheur vis-à-vis de pressions économiques, politiques ou sociétales. Les enjeux de l'intégrité scientifique sont immenses, puisque de l'intégrité scientifique, de la véracité des résultats, va dépendre, je dirais, l'échafaudage progressif des connaissances et donc de la science. Et bien sûr, de la confiance du public vis-à-vis de la science. Avec comme conséquence, en cas de manquement à l'intégrité scientifique, des dommages considérables. D'abord, dans la confiance, je vais en dire un mot avec quelques chiffres qui sont importants à considérer. Le coût financier. Alors, le coût financier est extrêmement difficile à évaluer, mais on estime, en tout cas les Américains qui travaillent pas mal là-dessus depuis un certain temps, estiment à plusieurs milliards de dollars le coût des manquements à l'intégrité scientifique par an. On ne parle pas de millions, mais de milliards de dollars. La science non reproductible est un problème majeur. Si vous le souhaitez, on pourra étendre un tout petit peu la discussion à cela. Il y aura au passage un séminaire organisé par l'INSERM en décembre avec ce sujet-là en tête de mire, parce que c'est un problème crucial de ne pas pouvoir reproduire les résultats. Et puis, comme je le disais, c'est la perte de crédibilité dans la science. Et là, je vous fais part d'un sondage qui avait été présenté au Collège de France quand j'étais administrateur par Ipsos,
et qui avait été commandité par la recherche et le monde. Et l'intérêt, c'est que ceci a été fait en 2011, 2012, 2013, et que ceci reprend à l'heure actuelle. Les résultats sont à peu près les mêmes en 2017, mais vous voyez ce qu'il en est. D'abord, il faut voir que nous avons un capital de confiance qui est considérable. Nous, chercheurs, on nous fait confiance pour guérir le sida, le cancer, l'Alzheimer. Bon, c'est bien. Vous voyez que quand même, le public, c'est un échantillon, je crois, suffisamment représentatif d'après les statisticiens. Cet échantillon nous montre que envoyer des humains vers d'autres galaxies, ça semble déjà plus problématique, nonobstant ce que veut promouvoir Amazon notamment. Et puis, résoudre le problème du réchauffement, là, il y a encore un plus grand scepticisme. Et créer un être bionique, c'est sans doute un petit peu illusoire. Mais le point important qui vous intéresse ici, c'est que la confiance accordée aux scientifiques varie selon les sujets. Donc là, vous voyez que pour les énergies nouvelles, il y a quand même un fort capital de confiance, mais que ce capital de confiance s'effiloche au fur et à mesure de sujets plus brûlants pour lesquels on suspecte que les scientifiques ne disent pas la totalité de la vérité. Et ça, ceci concerne les nanotechnologies, le nucléaire et les EGM. Et vous voyez aussi les groupes de pression qui peuvent être par derrière et qui alimentent ceci. Si en plus la recherche n'est pas d'une intégrité parfaite, vous voyez où est-ce qu'on peut arriver. Alors la fraude en science a toujours existé. Si vous voulez faire l'histoire de la fraude en science, vous remonterez très très loin. Et donc ce n'est pas la peine de le faire. Mais le point important, c'est qu'aujourd'hui, du fait des technologies de l'information et de la communication, d'abord elle est plus facilement repérée. Et vous savez tous qu'à l'heure actuelle, on peut repérer un plagiat avec des logiciels et que ces logiciels sont maintenant régulièrement utilisés, notamment pour les écoles doctorales, sauf erreur de ma part. Un logiciel comme Compilation permet de vérifier qu'il n'y a pas eu un grossier plagiat, mais ces logiciels sont utilisés aussi pour le repérage des figures qui peuvent prêter à discussion. Il faut bien le savoir que les éditeurs à l'heure actuelle se sont tous équipés, ou pratiquement tous, je ne parle pas des éditeurs voyous, c'est encore un autre problème, mais enfin, ils ont ces logiciels pour repérer. D'autre part, une fraude spectaculaire, c'est une aubaine pour un certain nombre de journalistes, et donc ça va être médiatisé, on va oublier tout le côté positif de la science et on va naturellement mettre ça en exergue. Et donc c'est plus préjudiciable. Et ceci, vraiment, c'est quelque chose de nouveau. En tout cas, moi, je peux vous dire, je suis beaucoup plus vieux que Jean Chambers, mais quand même, mais je dirais, de notre temps, ça n'était pas le cas. Je ne me suis jamais posé la question. Et c'est quand même un peu un paradoxe qu'à la fin de ma carrière, je m'occupe de choses qui ne m'ont jamais perturbé durant ma carrière. Et si on regarde mes N articles, je ne peux pas dire qu'il n'y aurait pas une faute, une erreur. Ça, c'est l'erreur de bonne foi. En tout cas, je le crois. Mais c'est possible. Vous voyez que ceci, maintenant, représente quand même une préoccupation qui a été amenée et qui interpelle chacun d'entre vous et aussi, je dirais, les responsables d'établissements. Alors, de quoi parle-t-on? C'est un gradient, en quelque sorte. Naturellement, il y a les cas les plus graves. Je parlerai un tout petit peu, mais ce sont les plus spectaculaires. Mais ce ne sont pas les plus fréquents et sans doute pas ceux qui, à mon avis, doivent être traités de façon rigoureuse et de façon attentive. Ce qu'on appelle la fraude, fabrication, falsification et plagiat sont des erreurs, enfin, sont des fraudes graves et qui ont été immédiatement stigmatisées par notamment les États-Unis avec un traitement pénal. C'est-à-dire, si aux États-Unis, vous êtes convaincu de fraude, de plagiat, de falsification ou de fabrication de résultats, il y a une enquête par le FBI qui déboule dans les laboratoires et qui peut se terminer par l'emprisonnement. En France, il n'y a pas de traitement pénal de la fabrication ou de la falsification des résultats, mais le plagiat,
qui peut être assimilé finalement à un traitement pénal je dirais, de facsimilé ou de choses comme cela, peut aboutir à ce moment-là à une enquête policière. Les pratiques discutables en recherche, ou hasardeuses en recherche, ou inappropriées en recherche, on n'a pas encore très bien mis, je dirais, un vocable précis pour un ensemble de conduites qui posent problème, à savoir la torture ou le massage des résultats, ce qu'on appelle en anglais le data cherry picking, l'embellissement des résultats, le p-hacking. Le p-hacking, c'est-à-dire c'est repérer dans une base de données qu'on a générée les résultats qui vont vous permettre de trouver le Graal. Le Graal, pour publier, c'est avoir un petit p inférieur à 0,05. Ce qui est ridicule, enfin, moi, je veux dire, on va passer des heures là-dessus, mais vous voyez, ceci représente une autre manière de reprendre ces résultats, nonobstant complètement l'hypothèse initiale qu'on a faite, pour pouvoir s'arc-bouter sur un résultat significatif qui va permettre à l'éditeur ou au revieweur de dire oui, bon, c'est un résultat acquis, on va le considérer comme sérieux et établi. Alors, je ne parle pas de la manipulation d'images, et surtout, moi, c'est ça qui m'a frappé, mais alors là, tout au long de ma carrière, je dirais la mauvaise utilisation des statistiques. Et quand je discute de statistiques avec mes collègues qui sont matheux ici ou là, ils me disent les statistiques, c'est difficile. Trouver le bon test statistique, c'est difficile. Et si vous regardez dans les journaux médicaux de recherche clinique qui sont beaucoup plus précis sur les statistiques que les journaux scientifiques, eh bien, vous avez une section, je dirais, de statistiques appliquées au travail présenté qui est extrêmement rigoureuse. Et la plupart du temps, il y a un statisticien qui signe les résultats. Parce que, encore une fois, on peut, en jouant sur un test statistique, trouver significatif un résultat qui, en fait, s'il était bien analysé par le reviewer, ne serait pas à considérer dans la mesure où les statistiques sont inadéquatement appliquées aux données présentées. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'erreur méthodologique, et ça, on en a tous fait. Moi, le premier, bien entendu, elles sont marquées en jaune, ça va une fois. Le problème, c'est que j'ai déjà remarqué qu'on peut discuter avec un jeune et lui dire tu as utilisé ce test statistique, il n'est pas approprié parce que voilà, les données montrent qu'il y a une dispersion des résultats telle qu'on ne peut pas utiliser le test T de student pour faire court. D'accord, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on prend un autre test et puis je revois l'étudiant quelques temps après sur une autre manip et il réutilise exactement le premier test parce que ça lui donnait le fameux P qu'il attendait, alors même qu'il avait été averti que ce n'était pas la manière de procéder. Donc ça devient intentionnel à partir d'un certain moment, et c'est une conduite, à mon avis, répréhensible. Alors, qu'est-ce que ça représente, l'intégrité scientifique en termes de violation telle que je viens de le définir? Les fraudes, falsification, plagiat, fabrication, etc., sont rares, vraiment très rares. Et à la limite, on pourrait se dire qu'il y en aura toujours et que ce n'est pas vraiment le problème. En revanche, le vrai problème, c'est les pratiques douteuses, répréhensibles de recherche sur lesquelles je me suis un tout petit peu étendu. C'est très difficile de savoir leur fréquence. En fait, les chiffres que je vous donne ne valent rien. Pourquoi? Parce que ce sont des interrogatoires et donc des autodéclarations de chercheurs, notamment pratiquées aux États-Unis. Nous n'avons même pas de statistiques françaises. Il y a même, je sais qu'à l'heure actuelle, à l'INSERM, avec Philippe Raveau, il y aura une enquête qui va démarrer prochainement du même type de celles qui ont été conduites par Johan Edis et un certain nombre de ses collègues Lovenstein aux États-Unis. Mais quand on demande à un chercheur, est-ce que vous avez un peu tripoté vos résultats? Eh bien, il répond oui, dans un cas sur 10, mettons. Est-ce que votre voisin l'a fait? À ce moment-là, c'est assez surprenant parce qu'il trouve, alors qu'il n'a aucune preuve de cela, enfin, il trouve que c'est oui, alors là, oui, plus que 1 sur 10, certainement. Et donc, il peut y avoir ce qu'on appelle des storytelling, c'est-à-dire une histoire un petit peu lissée, qui, d'ailleurs, on se demande souvent à nos étudiants, raconte une histoire à partir des résultats que tu as donnés. Bon, quelquefois, l'histoire, on peut l'accommoder. On peut accommoder aussi
la présentation de l'histoire avec, je dirais, et ça c'est très important, des références bibliographiques qui vont l'épauler, en oubliant complètement qu'il y a un autre groupe ou d'autres groupes qui ont a priori absolument controuvé, n'ont pas confirmé ce type d'hypothèse. On peut aussi avoir une intime conviction. Ça, c'est quelque chose qui arrive dans les laboratoires. Vous avez un lab meeting. Le lab meeting, l'étudiant présente ses données. Ce n'est pas terminé. Et le chef de laboratoire dit, tu verras, certainement, tu vas trouver ça dans 15 jours. 15 jours après, il faut quand même avoir des guts pour montrer quelque chose qui ne colle pas du tout avec la prédiction du chef de labo ou du directeur de thèse. D'accord? Donc, ce sont des vrais problèmes. Et la sélection des expériences, c'est à ce moment-là quelque chose qui est extrêmement dangereux. Alors, tout ça a été étudié, repéré, et la communauté scientifique s'est mobilisée. Mais finalement, très récemment, puisque ce n'est qu'en 1992 qu'aux États-Unis s'est créé l'Office of Research Integrity, qui est donc un office complètement indépendant du National Institute of Health. Il dépend du Public Health Service et qui a comme mission de repérer fraude, falsification et plagiat. Et puis, il y a eu un certain nombre de pays, y compris bien sûr la France, qui s'y sont mis. Il y a eu au niveau européen et international des codes de conduite qui ont été proposés, et notamment il y a un code de conduite du chercheur qui a été publié par ALLEA, All European Academy, et qui présente, si vous voulez, la conduite. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Et vous pouvez l'imaginer, et vous pourrez retrouver tout cela si vous lisez le rapport que j'ai fait. Ce n'est pas pour le vanter, c'est simplement qu'il y a des références sur le net qui sont faciles à retrouver. Donc voilà. Alors en France, ce qui est bien, c'est qu'en 2015, les grands organismes de recherche et la conférence des présidents d'université ont décidé d'édicter une charte nationale de déontologie des métiers de la recherche. J'insiste bien sur les mots, une charte, d'accord, de déontologie, c'est donc la manière dont on doit obligatoirement se comporter dans sa pratique de recherche. Ça ne se discute pas, la déontologie. L'éthique, ça se discute. Une charte de déontologie des métiers de la recherche, parce que les métiers de la recherche, ce n'est pas uniquement les chercheurs, ce sont les techniciens, les ingénieurs, les administratifs. Et il y a des cas que vous connaissez peut-être dans la littérature où les ingénieurs ou les techniciens peuvent avoir aussi été tentés par la fraude. Alors, ceci a amené en 2016 le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon, à se demander, mais est-ce que tout ceci qui était promu dans la charte de déontologie des métiers de la recherche est réellement mis en marche? Et donc, voilà, j'ai pris mon bâton de pèlerin avec un inspecteur général de l'administration de la recherche et de l'éducation nationale pour pouvoir faire le tour des universités, il y en a 75, sauf erreur de ma part, et un certain nombre de grands organismes de recherche. Et ceci aboutit à un certain nombre de propositions. Je vous rappelle simplement, lisez-la, cette charte de déontologie des métiers de la recherche, je vous donnerai la manière de les retrouver. C'est tout simple, hein. Elle explicite les critères d'une démarche scientifique rigoureuse, intègre, etc. Là, vous avez les 8 organismes de départ auxquels se sont joints l'assistance publique, l'Institut Curie et d'autres organismes de recherche. Mais ceux-là sont les fondateurs, et je dois dire que dans toute cette démarche, j'ai été aidé par certains, moins par d'autres. Et pourtant, il y a, je dirais, des lois maintenant. Les lois n'ont pas été initiées à la suite de ces rapports, mais elles étaient déjà, je dirais, en gestation, mais maintenant elles s'appliquent. La loi concernant la déontologie, les droits et les obligations des fonctionnaires fait obligation
d'avoir dans tous les établissements dépendants donc du public, de l'État, d'avoir un référent déontologique. Et vous avez à Paris 6 un référent déontologique. Un référent déontologique qui est là pour aider plus que pour condamner. C'est ça le point important. Le référent déontologique de Paris 6, Olivier Pironneau, que je salue ici, c'est une charge. C'est lourd sur les épaules. Je peux savoir, pour avoir non seulement discuté avec Olivier Pironneau, mais aussi avec les autres référents à intégrité scientifique des universités ou des organismes de recherche. D'autre part, et c'est important, cette loi fait part de la nécessité de déclarer les liens d'intérêt, de prévenir des conflits d'intérêt, et au passage, le référent déontologique joue un rôle très important, car c'est lui qui est le plus à même de façon objective, il est indépendant de la direction de l'organisme ou de l'université, il est le plus à même donc de dire oui, il y a un conflit d'intérêt possible, il faut le déclarer, il vaut mieux ne pas participer à telle mission d'expertise, au contraire, c'est possible, voilà. Alors l'enquête que j'ai faite, elle a été faite donc auprès des grands organismes de recherche qui sont indiqués ici, auprès des grands établissements de recherche. Ça fait 15 interviews que j'ai fait pratiquement en tête à tête avec les présidents. Et par contre, je n'ai pas vu les 72 présidents d'université, mais je n'ai eu qu'un retour, à mon avis, modeste, au questionnaire qu'on a envoyé, qui était un questionnaire très simple, mais bon, un retour qui donne quand même une petite indication sur l'état des lieux. Voilà. Finalement, 5 sur 15 des établissements et organismes de recherche avaient mis en place une structure pour traiter l'intégrité scientifique et avaient un référent intégrité scientifique, et seulement 7 sur 27 des universités. Donc vous voyez qu'il y a un travail considérable à faire. Je parle d'un rapport qui a été rendu l'année dernière au mois de juin. Donc on n'est pas... il y a un gros travail à faire qu'on peut immédiatement envisager. Et d'autre part, la plupart du temps, il était très difficile de repérer quel était le référent intégrité scientifique dans les organismes ou établissements. Alors, je mets un peu à part l'INSERM, qui a été, sur une des diapos, j'ai indiqué que l'INSERM, très rapidement, a créé une cellule, une délégation intégrité scientifique, parce qu'elle a eu un problème d'intégrité scientifique à cette époque. Je le sais très bien, parce que j'étais président du conseil scientifique de l'INSERM à l'époque. Et donc, très logiquement, Claude Grisili a créé, avec Martine Bajner, une cellule d'intégrité scientifique qui a été prise en charge ensuite par Michel Hatchwell. Mais vous voyez ici que sur la page d'accueil du site de l'INSERM, on repère tout de suite intégrité scientifique et donc on peut avoir contact rapidement. Si vous tapez ORI pour les États-Unis, vous avez le numéro de téléphone de celui qui est responsable de l'intégrité scientifique. C'est très important parce que ceci évite les délations anonymes. Parce que tout ce qui se passe, en tout cas en matière de traitement d'intégrité scientifique à l'INSERM et dans je dirais, tous les établissements, se fait par, je dirais, une allégation qui va être faite par quelqu'un de façon très confidentielle. Il y aura une confidentialité qui sera assurée, mais pas anonyme. Le traitement des manquements à l'intégrité scientifique, c'était la deuxième question que nous posions, et nous voulions savoir comment la fraude pouvait être ensuite traitée par les établissements. Et nous souhaitions aussi avoir une estimation du nombre de cas au cours de la période 2010-2015. En fait, nous sommes heurtés à un problème, c'est qu'il n'y a pas de typologie officielle, entre guillemets, des manquements à l'intégrité scientifique. Et c'est une chose de dire, bon, il y a un manquement, mais c'est important de le caractériser aussi précisément que possible. Et nous nous y sommes attachés dans un vadémécum que nous avons réalisé dans un deuxième temps avec un groupe de travail et que j'évoquerai. Voilà, si vous voulez, sur les 5 ans, les cas de falsification, fabrication, etc. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'ORI, c'est assez intéressant parce qu'on tombe à peu près, je dirais, le même
nombre de cas par an si on fait naturellement un rapport avec le nombre de chercheurs. Mais ceci doit être mieux documenté, comme je l'ai dit. Alors, comment se passe une allégation de manquement à une conduite scientifique intègre? L'allégation doit être présentée au référé pour avoir une instruction interne et avec une confidentialité sur laquelle j'insiste. Il peut y avoir à ce moment-là, si le sujet semble suffisamment important au référent intégrité scientifique et après discussion avec la direction, il peut y avoir nomination d'un comité ad hoc avec éventuellement des personnes hors établissement, ça semble souhaitable. Et puis après, si réellement il se confirme qu'il y a eu un grave manquement à l'intégrité scientifique, on peut faire appel à des instances disciplinaires spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça dépend du statut des personnels, soit qu'ils soient universitaires, soit qu'ils soient chercheurs. Donc on aura affaire à une commission administrative paritaire dans le deuxième cas, ou à une commission disciplinaire. Donc les décisions qui ont été prises au cours des 5 dernières années pour les manquements à l'intégrité scientifique que j'indique, il y a eu 24 sanctions et 23 non-lieux, et se pose pour l'établissement et le chef d'établissement la publicité qu'il va donner. Le problème, c'est que dans notre milieu est un milieu relativement clos, qui se connaît bien, et que quand une rumeur diffuse, c'est dramatique. Il faut bien savoir qu'une allégation, surtout si elle n'est pas fondée, peut détruire, je dirais réellement, la réputation de quelqu'un. Il traînera toujours quelque chose. Les gens diront toujours, oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu, etc. etc. Donc c'est d'une gravité réellement considérable sur laquelle j'insiste sur ces allégations. Et donc, s'il y a une publicité, en revanche, à donner, il ne faut pas la cacher. Car sinon, c'est même l'établissement lui-même. On dirait, mais il n'a pas dénoncé, il n'a pas suivi, et il n'a pas publié, je dirais, ce qui avait été parfaitement démontré. Je veux dire, dans un cas récent, et tout le monde le connaît au CNRS, il y a eu une prise de position claire, nette, et qui a abouti à une sanction et qui a été connue. Et je pense que la réputation du CNRS n'en a pas souffert. D'ailleurs, il y a des articles qui ont été faits aux États-Unis qui montrent que, effectivement, le fait de traiter cela de façon ouverte est plutôt bénéfique, je dirais à terme, dans l'année ou les 2 années qui suivent, pour l'établissement. Troisième point, sur lequel on interrogeait les organismes de recherche et les universités, c'était l'effort qu'ils avaient sur ces questions-là en termes d'information et de formation des étudiants, des doctorants. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais, parce que c'est assez variable, mais il faut reconnaître que beaucoup d'universités, en tout cas celles qui ont été interrogées, et d'organismes de recherche ont mis en place effectivement des formations au niveau de l'école doctorale. Au niveau des M1 et des M2, beaucoup moins. Et au niveau des HDR, alors pourtant, le HDR, c'est très important. Celui qui va diriger des recherches, il a une responsabilité, y compris de promotion de l'intégrité scientifique. Donc je crois que l'intégrité scientifique, c'est quelque chose qui n'est pas fait une fois pour toutes après 1 heure d'amphithéâtre à faire à bœuf. Donc il faut se dire que c'est quelque chose pour lequel il y a nécessité d'être en alerte constante. Je suis frappé par des collègues hospitaliers universitaires qui me surfent complètement sur le problème. On a eu un cas, là aussi, il est dans les journaux, récemment, où le collègue a dit, mais je ne pensais pas que j'avais à déclarer ce lien d'intérêt qui était mais monstrueusement évident. J'ai discuté avec lui, après, je le connais bien. Mais il n'est pas le seul, pas du tout. Et donc, si vous voulez, au moins qu'il y ait une prise de conscience que ceci est à se poser comme question quand on vous demande une expertise, quand vous siégez dans une commission, quand vous évaluez le travail d'un autre, ou même quand vous êtes référé d'un papier qui peut vous gêner parce qu'il ne correspond pas à ce que vous pensez et ce que vous avez fait, n'hésitez pas à ce moment-là à déclarer un lien possible d'intérêt, etc. Posez-vous la question, et en plus vous êtes aidé par un référent déontologue qui préférera donner, je dirais, un avis en amont plus que de traiter un problème en aval. Alors,
À l'issue de cette année, à peine une année pour faire ce rapport, je me suis dit que, et après avoir discuté avec beaucoup de collègues, notamment avec la CPU, j'ai pensé que, avec mes collègues, il serait utile d'avoir une structure qui permettrait de réfléchir à l'ensemble de ces questions, parce que chacun travaille un petit peu de façon isolée, d'une part, et d'autre part, qu'il serait bon de faire en quelque sorte la promotion de l'intégrité scientifique. Et nous avons regardé, bien sûr, ce qui existait dans les autres pays. Je ne vais pas insister sur l'Amérique du Nord, qui est un petit peu loin de nous, mais néanmoins, Obama, en 2009, dans un mémorandum qu'il avait envoyé à toutes les administrations publiques, fédérales, avait insisté sur le fait qu'il voulait une science ouverte, open science, et que cette politique soit appliquée dans tous les établissements et agences fédérales, universités publiques. Au Québec, c'est intéressant. Au Québec, il n'y a pas de traitement pénal des fraudes, à l'inverse de ce qui se passe aux États-Unis. En revanche, les fonds de recherche du Québec et pratiquement les fonds de recherche au Canada dépendent de l'assurance que l'institution qui va recevoir les fonds a bien mis en place une politique éthique et de recherche intègre. Il demande en quelque sorte une déclaration simple, mais il demande que soit bien mise en place cette politique pour l'attribution des fonds. En Europe, alors là, c'est la diversité. Là, en Europe, vous avez des pays comme le Danemark et la Norvège qui font un peu comme les États-Unis, donc c'est un traitement pénal. Et vous avez un pays comme en Suisse où c'est l'Académie des sciences qui traite ces problèmes. Et le Royaume-Uni, c'est une association Charity Association, qui est donc indépendante et qui traite ces problèmes. Voilà. Alors, nous avons constitué un groupe de travail à l'issue du rapport en question, et avec comme idée d'élaborer un vade-mecum, dont je dirai deux mots, qui n'est pas sur le site du ministère, mais que je peux transmettre à Paris 6 et à Paris 3, 4, ah là là. J'étais sûr de me tromper. Dans 3 mois, c'est Sorbonne Université. Ben oui, mais j'ai d'ailleurs intitulé. Mais oui, et d'ailleurs j'avais marqué Sorbonne Intégrité Scientifique. D'accord. Donc voilà. Et puis donc nous proposions dans ce rapport, et on a un peu élaboré sur la création de l'Office français d'intégrité scientifique, on appelle l'Office. J'en dirai quelques mots pour terminer. Et en même temps, nous avons eu l'appui donc de Thierry Mandon pour l'envoi d'une lettre circulaire à l'ensemble des universités et des organismes de recherche. Et cette lettre circulaire qui date de mars dernier demande aux établissements, au fond, de signer, de faire connaître la charte de déontologie, de nommer un référent intégrité scientifique, de prendre en quelque sorte des mesures pour contrôler que tout cela est bien mis en place. Là, dans cette lettre circulaire, l'Office est officiellement créé et il est proposé une conférence des signataires de la charte qui devra s'établir sur un rythme annuel a priori, c'est-à-dire une rencontre entre l'Office, les réseaux intégrité, de référents intégrité scientifique et d'autre part les personnes responsables des établissements à ce niveau-là, président, vice-président ou directeur d'organisme. Donc voilà, alors le vade-mecum, j'en dis quelques mots, parce que ça indique quelles sont les missions du référent intégrité scientifique, c'est lourd, comme je le disais tout à l'heure, parce que ce sont des missions de vigilance, bien sûr, vigilance de ce qui se fait dans l'établissement, mais aussi ailleurs, ça bouge en Europe et ailleurs. Il doit naturellement s'assurer de la prévention et du traitement des manquements à l'intégrité scientifique et, si possible, pouvoir donner annuellement, ou en tout cas régulièrement, un tableau permettant de savoir si finalement il y a eu des manquements, lesquels, et voir si, et ce serait très difficile, mais enfin on peut espérer quand même avoir éventuellement un effet de la mise en place de ce traitement de l'intégrité scientifique. Le vade-mecum insiste sur la typologie indicative
des manquements à l'intégrité scientifique. J'y reviens pas, j'en ai parlé un petit peu. Et d'autre part, il indique la manière de faire et de traiter ces manquements à l'intégrité scientifique. C'est en fait, je dirais, la démarche que j'ai introduite tout à l'heure, en sachant qu'il faut qu'il y ait une procédure contradictoire. Il faut que celui qui est accusé puisse se défendre, qu'il puisse avoir connaissance du dossier, bien sûr. Ultimement, finalement, c'est la compétence du référent intégrité scientifique et du chef d'établissement qui vont permettre de dénouer la situation. Souvent, d'ailleurs, le référent à l'intégrité scientifique joue aussi un rôle de médiateur. À l'INSERM, par exemple, pour avoir discuté assez fréquemment avec Michel Hatchwell, son rôle de médiateur est important, permettant, je dirais, d'éviter des tensions, notamment dans les signatures, dans l'ordre des signatures, dans l'oubli, entre guillemets, d'un auteur dans l'envoi du papier. Alors, nous avions aussi insisté sur l'importance de la formation au cours de l'école doctorale. À l'heure actuelle, c'est clairement indiqué dans l'arrêté qui réforme les écoles doctorales, qui fixe le cadre national conduisant au diplôme de doctorant. Donc, il est bien dit que les écoles doctorales veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l'éthique et à l'intégrité scientifique. C'est ce que je fais en partie aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez des moyens aussi qui sont mis à votre disposition, à savoir des guides qui ne sont pas inutiles. Et notamment le guide qui a été fait récemment, qui est sur votre droite, là, à l'écran, est intéressant parce qu'il y a toutes les références récentes concernant, je dirais, le côté légal. Ce n'est pas très, très facile de se rappeler un certain nombre de choses. Et là, vous les avez en même temps que vous avez ce qu'il convient de faire. De même que nos collègues de Bordeaux devraient, je pense d'ici peu, mettre à disposition de l'ensemble des universités et des organismes de recherche non pas réellement un MOOC, mais enfin quelque chose qui se rapproche du MOOC pour pouvoir aider avec des petites scénettes, des mises en situation, des cas. Et ça, c'est bien parce que, bon, il faut jouer de toutes les possibilités pour éduquer et informer. D'ailleurs, les États-Unis ont pour ça, parce que vous avez des étudiants anglais, il n'y a pas de raison de ne pas se servir de ces moyens. Je vous conseillerais vivement, moi je les ai au passage, je dis ça à M. Pollack, parce que si vous voulez, c'est important, vous aurez Stenek qui va venir prochainement. Et donc, moi, on me les a donnés quand j'ai été visiter Laurie l'année dernière, et donc ils m'ont donné des CD ou des DVD avec des situations. Alors ça semble simple, c'est pas simple du tout. Les mises en situation parfois sont difficiles et c'est intéressant de raisonner sur des cas. Et c'est vrai aussi en recherche clinique. Voilà. Alors, un dernier point sur lequel nous avions insisté dans le rapport et qui a été repris dans la lettre circulaire de Thierry Mandon, c'était que finalement la confiance n'exclut pas le contrôle. On peut avoir confiance dans les établissements, mais les contrôler, c'est peut-être pas si mauvais, et en amont et en aval. En amont, c'est demander ce que demandent les Québécois, à savoir que l'université, l'organisme de recherche qui va recevoir des fonds, ait mis en place une politique d'éthique et d'intégrité scientifique. Et j'avais eu des contacts avec l'ANR. L'ANR bouge un peu à l'heure actuelle, il va y avoir un nouveau directeur, mais enfin, j'avais été clair là-dessus, et ça devrait être suivi. De même que l'HERS, qui est au bout du parcours quinquennal, clairement, et déjà, ça avait déjà été très fortement engagé par Michel Cosnard, mais dans l'évaluation quinquennale, un certain nombre de questions concernant la mise en place d'une politique d'intégrité scientifique dans les établissements concernés. Je termine par l'Office, qui est donc une structure transversale, indépendante, autonome. Alors, nous aurions souhaité que cet office soit une autorité administrative indépendante. Les autorités administratives indépendantes, elles s'auto-organisent, si je puis dire. Elles ont un financement étatique régulièrement voté et elles dépendent du Premier ministre. Et elles agissent de façon complètement indépendante. Le problème, c'est qu'en début 2017, la moitié des autorités administratives indépendantes ont été supprimées par la loi,
qui clairement voulait, rassembler les forces et non pas disperser avec trop d'autorités administratives indépendantes. Il n'y a qu'une dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui est l'HCERES. C'est une autorité administrative indépendante. Et donc, l'Office est situé à l'HCERES avec, le statut d'un département, comme l'Observatoire des sciences et techniques. Il a donc comme président le directeur ou le président de l'Office, mais de la même manière que l'Observatoire des sciences et techniques est complètement indépendant avec un directeur, il y a là aussi un directeur qui vient d'être, pratiquement nommé, pas encore officiellement, mais enfin, il y a un directeur et se met en place un conseil de l'intégrité scientifique qui va pouvoir opérer, je pense, d'ici peu. Sa constitution devrait être finalisée très prochainement. Et d'autre part, il y a des moyens logistiques qui sont donnés. Et ça, c'était formidable, parce que quand même, tout ça a été fait en un an et demi. Hein. Et donc, des moyens, à savoir des surfaces, des personnels soutiens. Il y aura un directeur opérationnel, des chargés de mission, et donc le directeur de l'Office auquel je faisais allusion. Avec comme mission d'être une plateforme de réflexion, d'être un observatoire, de pouvoir interagir avec les collègues européens ou internationaux qui s'occupent de ces questions. Il n'y avait personne avant au militaire qui faisait cela. Animer sur le plan national les différents responsables de l'intégrité scientifique, les référents déontologues, le réseau, ce qu'on appelle des référents intégrité scientifique, et de pouvoir, bien sûr, valoriser les travaux en matière de recherche sur l'intégrité scientifique, car il faut faire une recherche sur ce sujet qui est différent suivant les disciplines, évidemment. Et donc, vous avez là, une structure qui, je l'espère, va pouvoir aider tous les établissements à mettre en place tous les moyens de formation, de traitement, de l'intégrité scientifique. Alors, bon, il y a un certain nombre de... Je vais peut-être passer là-dessus pour pouvoir laisser le temps à une grande discussion. Mais la question de fond, je ne l'élude pas. Pourquoi ces manquements à l'intégrité scientifique ? Et comment améliorer la fiabilité des résultats ? Je ne vais pas parler de la fiabilité des résultats, l'irreproductibilité des résultats, c'est un point important, mais quand même. Alors, évidemment, il y a des enjeux de carrière. C'est-à-dire que, moi je me rappelle très bien, à l'école doctorale Paris 6, j'avais d'abord voulu, non pas parler comme ça dans un amphithéâtre avec un micro et des présidents devant moi, j'avais dit, j'accepte de faire le topo, mais je voudrais 3 étudiants, ils sont peut-être dans la salle, j'en sais rien, 3 étudiants qui viennent avec moi, on va travailler ça ensemble, ensuite de quoi je vais parler 20 minutes, et puis la salle va parler. Il y en a un qui a, alors ça, c'était très simple, au bout de 10 minutes, il y a quelqu'un qui dit, mais monsieur, comment voulez-vous qu'on s'en sorte si on ne publie pas dans la Sainte Trinité ? Je fais quoi ? Ils me disent, oui, dans Cell Science Nature, si je ne publie pas mes travaux, moi, je n'aurai pas de poste, etc. Et donc, c'est engagé une vraie discussion. Et je le sais bien, parce que le publish et perish, que tout le monde maintenant, naturellement, critique, ça reste quand même d'une actualité folle. Moi, je sais très bien, quand on donne un prix, on dit, on va surtout, nous, académiciens, on est au-dessus de ça. On ne regarde pas les facteurs d'impact des journaux, le H-index, on ignore. Au bout d'une demi-heure de discussion stérile, on va dire, on va quand même pas donner ce prix à quelqu'un dont le H-index est tellement inférieur à tel autre. Ça se termine comme ça. Donc, il y a un travail considérable. Or, si nous continuons comme ça, on va droit dans le mur. D'abord parce qu'il y a une multiplication des journaux qui est dramatique, des journaux médiocres, une multiplication de la littérature molle qui nous pose problème à tous. On va dans le mur. Et en même temps, on favorise, je dirais, les manquements. Pas les gros trucs, mais les petites choses qui font que ça passera quand même mieux. Donc voilà, moi je crois que c'est vrai. La notoriété, c'est aussi un moteur fort. Moi je vois bien, à un certain âge, les gens se disent, moi j'ai fait un Nature l'année dernière, ils en sont vachement fiers, ils ont 80 ans. Ben, quand même, c'est pas eux qui ont fait les manips, faut pas... Non mais c'est vrai, c'est comme s'ils portaient une décoration. Bon, voilà. Donc,
Bon, tout ça, vous le savez, et on peut en discuter. Je termine par un tout petit mot, mais ce qui est important sur les open data. Quelles sont les solutions? Je crois franchement, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais, parce que c'est lourd, mais l'accès aux données sources, qui est en train de se mettre en place, est vraiment important. De pouvoir donner, je dirais, dans des archives ouvertes, ces données, c'est fait, en tout cas dans les domaines de la physique, par exemple, ou de la chimie, ou de l'astrophysique, beaucoup moins encore à l'heure actuelle en biologie, mais c'est une possibilité de mettre ces données qui, de toute façon, doivent être disponibles d'après la loi au bout d'un certain temps, pas immédiatement, mais au bout d'un certain temps. La loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique demande la mise à disposition gratuite des données de la recherche publique. C'est des données qui ont été générées par nos impôts et des données qui peuvent être et qui doivent être disponibles. Alors il y a des réserves suivant naturellement les sciences humaines et sociales, ça peut être délicat et tout se discute. Mais enfin, c'est ça le principe. Ça permet de revenir sur les données sources, de faire taire les conflits qu'il peut y avoir sur l'attribution de la propriété intellectuelle, etc. De même que Open Access, l'accès libre aux journaux, est fondamental. Alors je vous cite ce que disait Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d'État. La déontologie n'a rien d'inné. Elle est le fruit d'un partage d'expérience, d'une vigilance individuelle et collective de chaque instant. Elle exige un exercice de conscience et un recul critique. Il est aussi primordial de continuer d'appliquer nos principes et règles déontologiques d'une manière apaisée, je dis bien d'une manière apaisée, souple et pragmatique. Voilà, quelqu'un qui est vraiment remarquable. Et je vous donne pour terminer le groupe de travail avec lequel, effectivement, pendant 18 mois, nous avons bossé et qui comporte, comme vous le voyez rapidement, des personnalités de différents domaines. Et je dois dire que c'est un sujet, comme je le disais au tout début, que je n'aurais pas envisagé une minute d'aborder si on ne me l'avait pas finalement demandé, mais je trouve que c'est gratifiant de travailler là-dessus. Ça ouvre à des questions que je ne m'étais pas posées jusqu'à présent. Merci.